Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce lundi 21 novembre 2022. On va commencer par l'actualité, puis ensuite on va faire un tour sur les graphiques pour faire notre analyse technique et voir ce que l'on peut avoir cette semaine et notamment aujourd'hui parce qu'il risque d'avoir un petit peu de mouvement, vous allez voir ça tout de suite, mais avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les nouvelles de réglementation. On va commencer avec les cryptos qui étaient en débat, principalement au G20, et ce qu'il en ressort. Je cite, extrait du texte de la fin de G20, « Nous accueillons favorablement les travaux en cours du FSB et des organismes internationaux sur la normalisation pour faire en sorte que l'écosystème des cryptoactifs, y compris les monnaies dites stables, j'aime bien la précision dite stable, soit étroitement surveillé et soumis à une réglementation, une supervision et un contrôle solide afin d'atténuer les risques potentiels sur la stabilité financière. » Je fais une petite pause là-dessus. Déjà, globalement, là-dessus, on parle clairement de l'année 2022 hors FTX, vraiment hors FTX. Et ensuite, on arrive à quelque chose qui est intéressant. Nous accueillons favorablement l'approche proposée par le CSF pour établir un cadre international complet et réglementation des activités liées aux cryptoactifs, fondées sur le principe même activité, même risque, même réglementation. Alors, je termine là-dessus, c'est juste globalement pour vous donner une idée. Je vous ai fait une vidéo notamment dimanche, enfin samedi déjà sur la macroéconomie générale et ma vision sur le BTC, et ensuite dimanche sur FTX et la cause pour moi réelle de pourquoi FTX est tombé maintenant, et en tout cas ce qu'a fait CZ par rapport à ça, et mon idée, ma façon de voir sur les motivations de CZ par rapport à cette action-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'on en ressort de FTX, c'est qu'en effet on avait FTX US qui était justement réglementé par les US. Par contre, FTX International qui était basé aux Bahamas, c'était tout autre chose. Et a priori, il semblerait que ce soit sur cette partie-là que ça pose vraiment problème. Et que du coup, cette notion de réglementation internationale, chose qui est demandée déjà depuis un certain temps par les Européens, et qui ont fait du coup de leur côté MiCA, et les Américains qui ont fait leur sauce de leur côté, bon, globalement, on avait une certaine disparité. Est-ce que cette disparité va rester encore d'actualité? Est-ce qu'on va avoir une vision un peu plus internationale? Et de toute façon, dans tous les cas, on ne se le cache pas, vision internationale, oui, mais ça ne fera pas, ce sera pas une vision mondiale, il n'y aura pas l'ensemble des pays, et donc forcément, il y aura des terres d'asile pour les scams et pour tout montage financier un petit peu étrange, ou voire même tous ceux qui veulent monter dans un premier temps plus facilement une société crypto, et ensuite après venir faire de la compliance. Plusieurs solutions, mais à voir ce qui va se passer certainement courant 2023 sur la réglementation. Je pense que ce sera intéressant de voir, et je vous rappelle que la réglementation, oui, ça fait mal, oui, ça va faire très mal, mais c'est obligatoire pour passer sur la notion de mass adoption. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. On continue les nouvelles avec justement un coup d'envoi. Alors cette fois-ci, ce n'est pas le coup d'envoi de la Coupe du Monde, mais c'est le coup d'envoi de la plus importante opération de retrait de liquidité du système financier de la zone euro depuis sa création, c'est-à-dire globalement il y a 22 ans. Les banques, pour rappel, ont emprunté quelque chose comme 2 à 2,1 milliards d'euros à la BCE dans les dernières années, dans le cadre notamment de l'opération de refinancement. Alors, je vais essayer de me retrouver parce que du coup c'est TLTRO, donc ça c'est les acronymes. Alors je crois que c'est opération de refinancement à plus long terme, voilà c'est ça, c'est l'acronyme, c'est la version française de cet acronyme, sur lequel, globalement, la BCE avait prêté énormément de fonds, et à des conditions très avantageuses. On savait qu'à un moment donné, il va falloir rembourser. Ça y est, les banques européennes commencent à rembourser. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est fait au volontariat, et justement, les analystes avaient plus ou moins tablé, déjà depuis un certain temps, depuis quasiment 3-4 mois, qu'il y allait avoir la première vague à 500 milliards d'euros. Bon, actuellement, il y a plus de 196 milliards de dollars, enfin d'euros, qui sont actés et qui vont être donnés, en tout cas remboursés. Alors, oui, mais
autre chose, c'est que on considère qu'il y a deux dates, c'est-à-dire qu'il y a la première échéance qui est là. Les banques, elles avaient jusqu'au 16 novembre pour notifier leur intention de remboursement à la BCE, et le remboursement effectif se fait le 23 novembre. Il y a une autre fenêtre, entre guillemets, qui se dévoile pour le 21 décembre, donc potentiellement pour arriver à l'estimation des 50 milliards d'euros. Alors, très intéressant parce que du coup on est dans une contraction de liquidité du dollar, maintenant on est dans une contraction de liquidité de l'euro. Forcément, on s'en doutait déjà depuis un certain temps qu'on allait avoir une contraction des liquidités. Bah là, ça se confirme et ça va s'accentuer, je pense, encore pour début 2023. Et ça rentre dans la politique de la BCE de lutte contre l'inflation. Il y a la relevée des taux et la contraction de liquidité par rapport aux emprunts qui ont été effectués. Et donc, on comprime les liquidités sur les banques européennes pour pouvoir récupérer les assets. Le marché en lui-même a l'air de le prendre plutôt bien, il va falloir surveiller notamment au moment du remboursement, mais bon, en l'occurrence, on est sur quelque chose qui est cohérent. Comme je vous ai dit, je vous préparais notamment une hebdomadaire sur la zone euro, parce que la zone euro est particulière et a une crise particulière à l'heure actuelle, et qu'il faut, voilà, il faut faire, je pense, une dichotomie maintenant, c'est très important, entre le marché US, le marché mondial et le marché. Ils sont clairement en train de prendre de la distance, et c'est ça qui est intéressant d'analyser, voir comment c'est en train de se développer. On continue les nouvelles avec Ada Cardano. Alors vous savez, j'en parle assez peu, parce que malgré le fait qu'il fasse énormément de communication, je trouve que c'est vraiment une surcommunication, mais quand il y a des bonnes informations, il faut les donner. Et Ada Cardano sera doté de son propre stablecoin dès le premier trimestre de l'année 2023. Alors, ce sera adossé au dollar américain, il s'appellera l'USDA, bon, forcément, ça paraît à peu près logique, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça annonce le lancement de Azen, A-Z-E-N-S, si ça vous intéresse, qui sera normalement une série d'outils qui vont avoir vocation à faciliter la DeFi sur Ada Cardano. Alors, le stablecoin en est un. Forcément, avoir un stablecoin permet de pouvoir justement faire l'interfaçage entre la finance traditionnelle, la DeFi et le monde de la blockchain, et ce sera donc quelque chose qui sera back et non pas peg, et ce qui est intéressant de voir comment justement ce lancement va se passer début 2023 à suivre pour Ada Cardano. On terminera ces nouvelles sur Grayscale qui refuse d'émettre une Proof of Work, une Proof of Stake, une Proof of Reserve, chose qui a été demandée déjà depuis un certain temps, parce que sur l'ensemble des exchanges, suite à la crise de FTX, il y a une crise de confiance qui est arrivée. Le Proof of Reserve sert notamment à valider les réserves de liquidité des différents fonds et des différents exchanges. Les exchanges se sont pliés à ça. Grayscale refuse avec comme explication qu'ils n'ont pas de wallet ou de transfert on-chain pour assurer justement la sécurité de leurs clients, et que du coup, étant donné qu'ils n'ont rien on-chain et qu'ils n'ont rien dans les wallets, ils sont dans la capacité de faire une notion de proof of reserve. Oui, mais du coup, forcément, avec la débâcle de FTX qui entraîne aussi Genesis dedans, dans sa chute, avec le fait qu'ils doivent trouver 1 milliard de dollars pour aujourd'hui, on voit clairement l'apparition de nombreuses rumeurs qui commencent à circuler, notamment sur Twitter, vous imaginez bien, sur la non-solvabilité de GBTC, et ça pose un petit peu problème, parce que ça rajoute une chape de plomb très très forte. Le Proof of Reserve aurait été extraordinaire, parce que justement on aurait directement supprimé toutes les rumeurs, mais ça ne reste que des rumeurs pour l'instant, et à date, GBTC, je le rappelle, s'échange avec un discount de 42,7%. Ça reste quand même colossal, donc à voir comment ça va se dérouler par la suite. Ça tourne énormément, forcément, GBTC avec la chute de Genesis, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est vraiment mis en avant sur Twitter, qui est mis en avant dans tout le FUD général, et toute l'ambiance morose qui se trouve, avec justement la recherche du prochain domino qui tomberait, et donc forcément GBTC, c'est ce qui fait bien peur, donc on précise que GBTC peut tomber alors qu'on n'a aucune preuve, vraiment loin de là, et ils ont aucun intérêt à liquider une partie de leurs assets, parce que ça reste excessivement profitable, même s'ils sont sous une forme de discount. On termine les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, continuer à se former tout en soutenant le Discord et en soutenant
la chaîne. Nous avons mis en place un premium avec beaucoup plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurée autour d'un parcours pédagogique, et on rajoute du contenu toutes les semaines, donc ça augmente continuellement. Mais ce n'est pas tout, vous y retrouverez aussi plein d'autres choses, comme par exemple des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents coins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner toutes les informations et plein d'autres contenus et informations pour pouvoir progresser. Je vous mets une petite vidéo explicative en haut à droite pour les curieux et on commence notre analyse avec le rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, 2, 3, 4, 5. 5 terminé en avril 2021, nous sommes actuellement sur un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, nous sommes en train de travailler ici un order block classique, on a fait une surextension sur cet order block, oui. Actuellement nous sommes en consolidation, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, nous avons deux targets. Nous avons la target ici à 786 qui a été touchée déjà une fois, qui représente les 14 880, qui représente aussi, avec une petite extension baissière, le top de la 1. Je rappelle que nous sommes sur le CME, qui est le futur des institutionnels, avec le Chicago Mercantile Exchange, donc qui est légèrement différent du spot qu'on ira voir tout à l'heure. Alors, oui, on peut break pour aller retester les 15 000, les 14 800, les 14 500 possiblement. On a une autre target qui est les 1,618 sur lequel on peut descendre à 10 000. Target qui est visé par beaucoup de personnes. Alors bien sûr, il y a aussi plein de personnes qui considèrent qu'on va casser les 5 000, voire potentiellement aller retester les 3 000. Bon, nous on restera déjà sur une target très basse pour moi qui est les 10 000 dollars en état actuel. Est-ce qu'on est dans une zone d'achat long terme? Oui, on est en dessous de 618, donc sur un retracement total, donc on est sur un retracement classique que l'on peut avoir. On rappelle que on est toujours sur un retracement moindre que les différents bear markets qu'on a pu connaître, mais on est de retour dans une zone d'achat long terme dans lequel ça peut être intéressant de s'exposer. Si on souhaite s'exposer à ce type d'actif, bien évidemment, il faut prendre en considération que c'est ce type d'actif qui, justement, accélère très haut, oui, mais aussi accélère très bas. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, à prendre en considération si vous souhaitez vous exposer. Alors, on va zoomer dans cette partie-là pour réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé. Nous sommes toujours dans une phase d'accumulation, de week-off, sur lequel nous sommes sur un SC, un AR, un ST, retest, cassure baissière avec un STB, quelque chose de classique par rapport à ce qu'on peut retrouver au niveau de la pattern de week-off. Le principe de l'accumulation de week-off, je le répète, c'est de pouvoir créer des résistances. Je crée une résistance baissière avec le SC, je vais retester la partie haute, je vais retester avec le ST dans lequel je renforce la liquidité sur le SC, et ensuite je vais casser, je vais prendre la liquidité du SC pour pouvoir faire un mouvement, prendre ces liquidités-là. Le principe de l'accumulation, c'est pouvoir prendre des liquidités. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que, pour rappel, vraiment, l'accumulation, c'est acheter. Acheter un certain nombre de coins, un certain nombre d'actifs, c'est le principe d'accumuler. J'achète petit à petit, pour ne pas décaler les cours, mais donc, pour pouvoir acheter, il faut qu'il y ait des vendeurs. Il est vrai que ce qui se passait ici, on avait une forme de résilience qui était assez forte au niveau du BTC, on avait assez peu de ventes, notamment en spot, on avait pas mal de ventes qui s'effectuaient sur le futur, mais assez peu en spot, et du coup assez peu de volume en spot sur de l'achat. Forcément, ici, vous imaginez bien qu'on a eu une grosse vague de ventes en spot, sur lequel on a eu notamment aussi une grande vague d'achat. On a eu une grosse vague d'accumulation qui a eu lieu sur cette prise de liquidité. C'est la notion de prise de liquidité, ça veut dire que je prends les ordres vendeurs des personnes et je crée un mouvement pour pouvoir créer des zones vendeuses. Voilà, c'est le principe même de l'analyse selon Wyckoff. Alors on va zoomer sur cette partie-là pour voir parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Première chose, c'est que en termes de volume pur, on a bien eu la concentration du volume dans cette zone de ranging qui s'est transformée petit à petit dans une zone de compression de liquidité, chose que je vous ai alerté justement au courant de semaine dernière. On va retirer ça pour avoir un petit peu plus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur cette zone de compression, c'est quelque chose qu'on a déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est là où on va analyser réellement ce qui peut se passer. On avait une zone de compression ici aussi, d'accord? Pareil, qu'est-ce qu'il y a break? À quel moment? Bon, on a break sur un dimanche, d'accord? Ici, on a break sur un dimanche. Ici aussi, on a break sur un dimanche. Alors, du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne serait pas, potentiellement, dans cette schématique ici? Ou dans cette schématique ici?
Est-ce qu'on a fait un break? On a break baissier. Est-ce que là, c'est un petit retracement pour une continuité baissière et continuer à retester, potentiellement aller chercher un plus bas pour aller retester les 15 500, voire même casser et aller chercher les 15 000? Pourquoi pas? Et ensuite refaire une accélération haussière comme on a pu l'avoir ici, avec notamment une accélération haussière qui a été assez forte, sur lequel on a pris quand même énormément de liquidité. C'était le lundi à 7h. En l'occurrence, c'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes déjà à 7h34. Donc on est quand même sur quelque chose qui, bon, pourrait avoir des patterns, donc on serait potentiellement ici pour une continuité baissière intéressante. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que il faut se poser là-dessus la question. C'est est-ce que nous sommes, parce qu'il y a deux écoles, est-ce que nous sommes sur un break fort pour une continuité baissière? Donc break fort sur lequel, ici, nous avons, hop, on va reprendre une cassure du SC, retest, ici, pour une continuité baissière. Quelque chose que je vous ai expliqué déjà depuis un certain temps pour un test des 15 000, voire descendre un petit peu plus bas, des 14 500. Ou est-ce que nous sommes justement dans un fake sur lequel on va break baissier, potentiellement re-break baissier ici, faire une accélération haussière, short squeeze, et récupérer tout ça. Ça, c'est la grande question. Pour moi, c'est les deux targets que je vais me viser à l'heure actuelle, sur lesquels je vais surveiller les cours, parce que, justement, nous sommes actuellement dans une schématique où, potentiellement, on peut avoir une nouvelle réaccélération pour prendre les shorters de rapidité. Autre élément intéressant, c'est que ici, nous avons cette droite de continuité de tendance haussière de correction, qui a été break, réintégré, et qui a l'air d'être à nouveau break. Donc ça veut dire que potentiellement, ici, nous sommes bien dans cette schématique ici, que l'on pourrait retrouver là, voire potentiellement ici, d'accord? Parce que nous avions eu cette même problématique ici. Alors, un peu moins fort, c'est vrai, parce qu'on avait ravalé une bougie entière, mais on avait cassé baissier, réintégré, nouvelle cassure, et ensuite on s'enfonçait, donc on pourrait aller viser, là en l'occurrence, la target sur lequel on pourrait aller casser ce lot-là, et aller retester celui-ci pour aller retester donc les 15 600, voire faire une prise de liquidité. Parce que je rappelle qu'ici nous sommes toujours sur une accumulation aussi, d'accord, accumulation dans une accumulation, nous sommes dans le STB ici, cette zone ici, et donc ce STB sur lequel nous avons aussi une accumulation en PSI, SCAR, ST, potentiellement STB, voire un spring pour une prise de liquidité, pour ensuite repartir à la hausse, à savoir qu'on avait noté un niveau important qui était le niveau du PSI qui correspondait à l'impulsion haussière qui avait été donnée à 18 700. Je rappelle que nous allons avoir bientôt les options qui vont arriver à terme, sur lequel je vous en parlerai certainement demain, dans lequel on a un appel de prix aussi dans les 18 000. Donc, nous sommes dans une schématique où on est vraiment entre les deux. Et quand on regarde un petit peu la pattern, potentiellement, on va faire l'un, puis l'autre. C'est un petit peu l'idée. On va regarder l'order flow sur lequel on voit que la totalité des comptes, on est en train de repartir en longue, ce qui est classique. On achète le dip qui est en train de se faire. Augmentation très légère de l'open interest qui est en train de se faire. Mais toujours, grosse incertitude qui est en train de se mettre en place. Sur les top traders, on a quelque chose qui est proche de la neutralité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons pas de tendance. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se faire ici, on a quand même quelque chose qui est assez plat, avec des volumes très faibles, même si on est en train de créer une forme de mouvement baissier qui est en train de se faire. Voilà, on reste quand même dans une boîte assez faible en termes de volume par rapport au BTC, et de ce que l'on peut connaître habituellement. Donc pour moi, l'open interest est en train de nous dire quelque chose, c'est que ce n'est pas encore décidé, on a une incertitude forte, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une zone de neutralité très forte, dans laquelle on attend potentiellement la résolution ou l'attente d'un certain nombre de nouvelles au niveau du marché par rapport à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier sur FTX. Alors, on va faire un tour sur le marché classique avec le Nasdaq dans lequel on a notamment fait ici un retest. On est encore en train de travailler cette zone là très importante. On a quand même un rejet clair du 0,5, rejet très fort, dans lequel on pourra avoir une continuité baissière. Si on regarde le SP500, pareil, rejet du 618, et avoir derrière une continuité baissière pour un retravail des zones basses, chose dont je vous ai expliqué déjà depuis un certain temps. Je pense qu'on va retravailler le bloc de 3889 à 3918, sur lequel on a déjà travaillé une fois, on va retravailler une deuxième fois. Je
pense même que potentiellement, si on a cette accélération baissière, on pourrait avoir une temporisation, d'accord? Si on regarde, ici aussi, on a une forme de neutralité qui est en train de se faire entre le SP500 et le Nasdaq. D'ailleurs, petit aparté, on voit quelque chose qui est intéressant, c'est que le Nasdaq a retravaillé le 0,5, le SP500 le 618. Clairement, on voit que le Nasdaq, du coup, les valeurs tech sont quand même un petit peu dans le mal par rapport au SP500, et c'est intéressant de le noter parce que, justement, c'est aussi une notion de narratif très fort sur lequel l'arc de la technologie a eu lieu. Est-ce que c'est la fin de cet arc-là? Est-ce qu'on va commencer sur un nouvel arc ou pas? Ou est-ce que c'est juste une pause? C'est la question qu'on peut se poser, parce que de voir justement le Nasdaq qui performe légèrement, mais quand même pas mal en termes de rehausse, sur, enfin moins bien que le SP500, ça va se poser un petit peu des questions sur l'évolution par la suite. On va faire un tour sur le DXY qui est en train de pousser, d'où aussi le recul qu'on peut avoir sur l'SP500, le Nasdaq et sur pas mal d'autres choses, mais c'est classique sur lequel certainement on peut aller jusqu'à retracer ici le retest qui avait été fait, donc c'est-à-dire les 109,05, les 109,5 pardon, dollars pour le DXY, avant de pouvoir faire une continuité baissière. On n'oublie pas que le niveau important et le 104. Tant qu'on ne break pas le 104 et qu'on ne consolide pas en dessous avant de pouvoir faire potentiellement une réintégration et faire un retest, bon, bah là on n'a pas de modification long terme sur ce qui est en train de se passer au niveau du DXY, donc c'est-à-dire sur une inversion de la structure pour repartir en court terme. Je vous rappelle aussi ce que je vous ai dit, c'est que principalement le DXY est dans une zone de retracement très fort sur le 236 du mouvement d'accélération haussier qui a été fait, et donc forcément un niveau très très fort qui est un niveau de rejet de 104.5 qui est en même temps le niveau de break of structure qui nous donne justement la tonalité. Alors autre point qui est intéressant d'ailleurs, on va faire un petit tour en Ichimoku rapide sur le SP500, SP500 Daily Ichimoku. On voit qu'on a break le Kumo, on a des phases assez fortes sur lesquelles à chaque fois on casse le Kumo, on consolide un petit peu en dessous, et ensuite on rebreak le Kumo en baissier, qui est un petit peu la schématique que l'on a depuis un certain temps. Là on est en train de faire pareil, mais sauf que si on regarde vraiment les impulsions qui ont été faites, on est plus dans une impulsion basse, et qui est même moins forte que celle qui avait été faite en avril 2022, d'accord? Celle de l'été était plutôt agressive, celle clairement d'avril est très faible, d'accord? Est vraiment faiblard, on a très peu de volume. Pareil, là on a sur quelque chose qui est encore plus faible, donc du coup, on se retrouve sur quelque chose qui peut réintégrer très très vite, très fortement, la partie baissière. Quand on regarde sur les Ichimoku, sur les tendances de long terme, les tendances de fond, on voit que on n'arrive pas à décoller. Alors beaucoup partent du principe qu'à partir du moment où on a une inversion de Kumo de ce style-là, nous sommes dans une zone de neutralité. Alors oui, mais non. Là, actuellement, quand on regarde exactement ce qui est en train de se faire, on voit vraiment que c'est quelque chose qui correspond aux différents retracements, et donc forcément au bruit du marché d'une time frame supérieure. Alors, on est vraiment dans une accélération haussière, dans laquelle on consolide au-dessus du Kumo. On voit que la LS n'a pas break, donc on est toujours dans une schématique où on pourrait avoir une continuité baissière assez forte. Et ce qui est intéressant, c'est que on est en train de voir ici sur SP500, et si on regarde le Nasdaq, on fait pareil, bah, le Nasdaq on n'a même pas cassé, hein. On n'a même pas cassé le Kumo, on n'a même pas d'inversion. Donc ça veut dire que le Nasdaq est vraiment beaucoup plus faible que le SP500. Vraiment, là, la consolidation entre les deux, elle est vraiment compliquée. Là, la LS, elle est empêtrée dans quelque chose qui va être limite impossible à sortir si jamais on n'a pas une accélération rapide maintenant. Mais donc, ça voudrait dire qu'en effet, on a une perte de momentum très forte sur les tendances long terme pour avoir une continuité baissière sur le long terme. Bon, là en l'occurrence, quand on regarde un petit peu sur Ichimoku, bon, on se dit qu'en effet, on n'est pas si bien que ça. Potentiellement, le retest là n'est pas forcément un retest, mais plus une cassure baissière. On n'oublie pas que du coup, ça correspondrait un petit peu à la schématique du BTC avec une continuité baissière pour aller chercher les 15 000, où on aurait ici un retracement d'accélération du DXY pour retester la partie haute avant de faire un break baissier, et donc après donner de l'espace au Nasdaq et au SP500 et au BTC. On rappelle aussi que cette semaine, on a un certain nombre d'informations fondamentales que je vous aborderai justement au fur et à mesure des différentes quotidiennes et au moment opportun. Vous, qu'est-ce que vous pensez justement de la situation de FTX? Est-ce que ça va avoir un impact encore très fort sur le BTC, ou est-ce qu'on a passé déjà le plus gros? Est-ce que l'effet domino va arriver? Est-ce que Grayscale va tomber? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très vite.
Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.